Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, place à de nouvelles perspectives. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation sur ce dernier Parole d'expert de l'année. Avec là on a Dominique Carlac avec nous. Un grand merci Dominique pour ta présence ce matin. Alors, les paroles d'experts, pour rappeler 2 minutes aux personnes qui ne sont pas du groupe Arkea, entreprises et institutionnelles, c'est un webinaire organisé par les directeurs sectoriels d'Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles. Le format, c'est 30 minutes. On a un chat pour ceux qui veulent poser les questions. Et donc, si tu le veux bien, Dominique, je vais te présenter, dire quelques mots de toi, si tant est qu'on ne te connaisse pas encore assez, mais tu es porte-parole et vice-présidente du MEDEF, présidente de DE Consultants, administrateur de Solideo Jeux Olympiques 2024. Donc, c'est un établissement français qui est chargé de la livraison des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation et au déroulement des Jeux Olympiques d'été de 2024. Certains ne le savent peut-être pas, mais tu es et d'ailleurs tu y étais ce matin, tu es une très grande athlète, championne de France junior du 400 mètres. Tu as endossé d'ailleurs plus d'une dizaine de fois le maillot des Bleus dans différentes manifestations et épreuves individuelles de 400 mètres ou en relais. Et puis, si j'ai bien aussi suivi ton actualité récente, tu viens d'intégrer la belle équipe de la Fédération française d'athlétisme aux côtés de son président André Giraud. Donc voilà. Donc, pour vous présenter Dominique, un grand merci d'être présente pour ce dernier Parole d'expert dont j'avoue que le thème en 30 minutes sera peut-être un petit peu compliqué, mais c'est vrai que toutes les personnes qui sont connectées sont impatientes effectivement d'avoir ton éclairage sur, dans le cadre de cette année si lunaire et particulière, d'avoir ton éclairage sur l'impact du Covid sur un plan économique, et social et humain. Alors, pour commencer, le Covid, je pense que c'est un coup hors du commun. D'ailleurs, l'OFCE vient de publier très récemment que les mesures pour endiguer la propagation du virus ont entraîné une perte de revenus de l'ordre de 191 milliards d'euros en 2020. Tu l'avais évoqué lors du deuxième confinement comme un sentiment d'injustice. Pour toi, justement, ce deuxième confinement a-t-il été un coup de grâce pour les entreprises qui étaient déjà fragilisées lors du premier confinement? Alors, d'abord, bonjour, merci Sophie pour ton invitation, et puis bonjour à toutes et à tous pour ce Parole d'expert. Alors, je n'ai pas la prétention d'être expert en réalité parce que je suis avant tout pratiquante de l'entreprise en tant que dirigeante depuis 30 ans, et effectivement, en tant que vice-présidente du MEDEF, j'ai une surface de contact, pas immédiate, mais régulière, avec nos 173 000 adhérents. Et donc, finalement, l'expertise, ce n'est pas l'expertise d'une scientifique de l'économie, mais c'est de ce qui se passe véritablement dans les entreprises. Alors, le coût du coronavirus pour l'économie en 2020 et en 2021 aura été extraordinaire et aura laissé des difficultés extrêmement importantes. Quand on regarde hors aide publique, le coût pour les entreprises, on est à 60 milliards de pertes économiques supportées par les entreprises. Donc, on devient, une fois qu'on a capté les aides publiques, il y a 60 milliards de pertes économiques qui ont été supportées pour les entreprises et ça représente 11% de PIB, hors aide de l'État. Ça représente également 173 milliards de dettes financières brutes depuis mars, donc hors report de charges. 173 milliards de dettes financières brutes. Alors, le sentiment d'injustice, d'où il vient? Il vient de deux choses, c'est que les entreprises ont été impactées différemment d'un secteur à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises pour qui ça a été relativement réduit, on va dire, l'impact, très peu en l'occurrence. Il y a des entreprises où ça a été moyennement vécu, puis il y a des entreprises qui ont été durablement impactées. Alors, il y a des secteurs donc du coup, ce sentiment d'injustice, il vient de moi, je suis plus touché, alors que toutes les entreprises considèrent que c'est une crise économique qui est exogène à l'économie.
Donc, le sentiment d'injustice, il vient de se dire, mais nous n'en sommes pas responsables, c'est quelque part l'État qui a arrêté l'économie, et donc, du coup, le sentiment d'injustice, il vient que certains sont plus impactés que d'autres, alors que personne n'est ni responsable ni coupable. Donc, il vient de là. Alors après, si on regarde un petit peu les secteurs qui sont plus résilients, on va dire, que d'autres, et ceux qui sont en plus grande difficulté, puisque derrière le sentiment d'injustice, il y a une injustice vécue par rapport à la situation des différents secteurs. Les secteurs dits résilients, c'est les postes de consommation que les Français n'ont pas entravés, en fait. Donc, c'est l'alimentaire, c'est la pharmacie et c'est le tabac. Donc ça, c'est ce qui a été le moins touché, le moins impacté. Et également la vente à distance, avec toutes les formes de vente à distance. Mais en gros, l'alimentaire, la pharmacie, le tabac et la vente à distance, c'est les secteurs qui ont été les moins impactés et qui ont réussi à être résilients. Si on va à l'autre bout de la chaîne, les secteurs en très grande difficulté et qui, eux, ont vraiment eu ce sentiment d'injustice dans les mesures qui ont été prises, c'est ce qu'on appelle ce secteur de l'économie présentielle. Le fait que vous soyez en économie présentielle fait que si vous ne pouvez pas, en fait, distancier votre acte d'achat. Alors, ça va être les industries créatives et culturelles, ça va être le sport, ça va être l'événementiel, ça va être l'hôtellerie-restauration. En gros, ça représente quand même en France 400 000 entreprises, 400 000 entreprises qui représentent l'économie présentielle. Ça fait 245 milliards de chiffre d'affaires et ça fait 2 millions d'emplois. Donc ça a été ce sont les secteurs encore en très grande difficulté. Alors, ils ont été affectés par les mesures de restriction à la fois lors du premier confinement, et puis il y a eu une deuxième lame, c'est-à-dire le deuxième confinement, sans interruption pour certains d'entre eux. Par exemple, le monde du spectacle, c'est depuis mars, le monde de l'événementiel, c'est depuis mars qu'ils subissent ces restrictions de jauge, et donc finalement, ça ne rime à rien parfois avec une jauge toute petite de laisser ouvert parce que les frais de structure sont tels qu'il vaut mieux arrêter toute activité. Tu avais peut-être une question ou je continue. Non, bien sûr, non, mais on le voit bien effectivement que tous les secteurs ne sont pas égaux face à la crise. Là, tu viens très bien de l'illustrer justement. Et moi, j'avais une petite question aussi. On entend parler aussi beaucoup de relocalisation de certaines industries en France. Justement, quel est ton regard par rapport à ça? Justement, qu'en est-il? Alors, plusieurs avis là-dessus. On a vu pendant le premier confinement qu'il y avait un vrai enjeu de souveraineté nationale au sens indépendance nationale ou européenne, mais en tout cas, quand on s'est rendu compte que certains produits étaient produits à 98% dans des pays très lointains et que nous n'avions pas l'autonomie sanitaire, par exemple. Je pense à certains médicaments, le paracétamol, quand il est produit à 98% en Chine et qu'on a une crise sanitaire majeure, on s'interroge sur notre capacité à avoir notre indépendance sanitaire. C'est un peu le principe de l'après-guerre avec De Gaulle qui active le CEA, le Centre d'énergie atomique, pour avoir l'indépendance nucléaire et l'indépendance globalement face à un risque qui peut être autour de nous. Là, il se trouve que c'est le risque sanitaire qui nous rappelle qu'on est allé au bout de l'hypermondialisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un enjeu qui n'est pas qu'un enjeu économique et financier, qui est un enjeu de protection de nos populations et de souveraineté tout court, qui fait qu'il faut s'assurer qu'on puisse assurer une chaîne de valeur de la production à la consommation. Dans l'alimentaire, on dirait de la fourche à la fourchette, mais c'est un petit peu pareil sur toutes les filières. Le problème, c'est que quand un gros maillon ou plusieurs maillons se sont délocalisés, on n'a plus cette souveraineté. Donc, en effet,
on peut parler d'un effort de relocalisation au nom de la souveraineté, mais à ce moment-là, ça ne sera pas juste quelques entreprises. Il faut raisonner en chaîne, en filière. Parce que si on a un gros morceau de la filière qui est délocalisé, bah, malheureusement, c'est toute la filière qui se délocalise. Donc ça, c'est le premier point. Un enjeu de souveraineté, un enjeu de filière. Le troisième point, c'est qu'on oublie malheureusement trop souvent que la relocalisation, ce n'est pas qu'une affaire d'industrie et d'usine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une économie de service aussi. Il n'y a pas l'emploi, on n'est plus dans les charbonnages de France et on ne trouve plus du travail uniquement à la mine ou à l'usine. On trouve du travail dans les services, dans la banque, dans l'assurance, dans le consulting, dans l'informatique, beaucoup autre chose. Or, là, c'est l'enjeu un peu qui passe sous les radars et qui, pour moi, est extrêmement important, c'est l'enjeu de la relocalisation ou du maintien de l'emploi de services sur nos territoires. Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de délocaliser des services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'informatique, je dirais le tout venant de l'informatique, pas les métiers à valeur ajoutée, mais le tout venant, on peut faire exactement la même chose en Inde ou en Chine. C'est pas dur d'aller trouver des gens. Et quelque chose, la crise Covid a révélé ça de manière hyper visible, c'est qu'avec le télétravail, on s'est rendu compte que les services, on peut les faire, pas forcément dans les tours de la Défense, mais dans sa maison de campagne, dans le sud ou chez ses parents en Bretagne. Mais à ce moment-là, si on pousse le raisonnement, pourquoi pas à Mumbai ou à New Delhi. Donc, tu veux dire un peu comme une ubérisation du télétravail, c'est ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu de la localisation, on ne doit pas avoir en tête que une usine qui ferme ou une usine qui se délocalise. Je pense à l'industrie manufacturière. Le principal danger d'oublier dans les plans de localisation, le principal danger, c'est d'oublier les services. Parce que c'est de la valeur ajoutée qui partirait très loin et qui n'a pas besoin d'infrastructures, en tout cas peu d'infrastructures, et qui a besoin de gens diplômés. Or, on a des gens diplômés partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu à ce sujet-là que vous aviez signé un accord sur le télétravail, quelque chose qui va être mis en place. Tu peux nous en dire quelques mots parce que c'est tout récent. Oui. Alors, le télétravail, petite donnée au passage, avant la crise Covid, 3% des salariés français pouvaient faire du télétravail grâce à un accord d'entreprise. 3%, c'est-à-dire très peu de monde. Pendant le premier confinement, 5 à 7 millions de salariés se sont retrouvés en télétravail forcé de longue durée. Et on en a vu très vite les limites de ce télétravail forcé de longue durée sans cadre. Parce que les limites, ça a été l'isolement, des conditions extrêmement difficiles. Alors, pour les gens qui étaient en famille, très difficile parce qu'il pouvait y avoir 2 télétravailleurs sur le même lieu de vie, avec le cas échéant des enfants. De l'isolement, de la perte de confiance, une absence totale de séparation vie pro, vie perso. Donc, on a poussé le modèle non pas en mode stress test, mais en mode crash test. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment été au bout du bout dans le premier confinement. Quand on a observé ça, au MEDEF, on a décidé de proposer aux organisations syndicales, donc de salariés, et avec les 2 autres organisations patronales, de partager un diagnostic, de se dire finalement, entre guillemets, profitons de ce crash test pour en tirer des enseignements, pour se dire comment on doit gérer, mettre en place le télétravail dans une entreprise pour que ça soit bénéfique et à l'entreprise et aux salariés. C'est-à-dire comment on peut bien organiser et cadrer le télétravail. Non pas pour ne pas le faire, parce qu'une fois qu'on a fait cet exercice une fois, on comprend, mais surtout pour l'encadrer, protéger les limites qu'on a observées. Donc, ce diagnostic partagé a donné lieu à un guide
Et nous avons décidé d'ouvrir une négociation qui a été une négociation éclair qui s'est déroulée le 3 novembre au 26 novembre. Donc, 23 jours de négociation. Donc, j'étais co-négociatrice avec Hubert Mongon de l'UIMM sur cet accord télétravail. On a signé à 7. À 7, donc les 3 organisations patronales et 4 organisations syndicales. Et 3 organisations syndicales. 3 et 4, voilà, 7. Et comment s'intitule cet accord? S'intitule Accord national interprofessionnel, ANI, pour une mise en place réussie du télétravail. Et donc, on a intégré des choses qui sont ni des points normatifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu créer de nouvelles lois, de nouvelles normes, de nouvelles obligations aux chefs d'entreprise. En revanche, ce que l'on a voulu verser au dossier, c'est quelles sont les choses à prendre en compte pour réussir son accord de télétravail. Et donc, ça a un caractère très pratico-pratique qui permet finalement de rappeler la loi au chef d'entreprise en lui disant voilà ce que tu peux faire en tant que chef d'entreprise, qui permet de l'appliquer à chaque entreprise différemment, c'est-à-dire que c'est le principe du double volontariat pour signer un accord de télétravail à partir de cet accord national interpro 2020. Il faudra qu'il y ait les salariés et le chef d'entreprise qui soient d'accord. Sinon, il n'y aura pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'obligation de télétravail, mais quand même, ça reste à la main finalement du chef d'entreprise de dire si je veux mettre en place quelque chose, je peux le mettre dès lors que je me mets d'accord avec mes salariés dans le dialogue social. Donc, il n'y a pas de caractère obligatoire. Voilà. Et ensuite, on a versé au dossier des enjeux managériaux. C'est-à-dire comment je gère le télétravail et comment je gère quelque chose qui est apparu, qui est la disparité pour le manager et le chef d'entreprise de populations qui sont pour certaines en distanciel et pour d'autres en présentiel. Et en fait, la grande difficulté, elle est là. Quand tout le monde est au bureau, vous avez une organisation du travail. Quand tout le monde est à distance, vous êtes en confinement généralisé, vous avez une organisation du travail. Dans les 2 cas, c'est une organisation qui est simple parce qu'elle s'applique à tous. La grande difficulté, et c'est ça qu'on a essayé de résoudre à travers l'accord, c'est quand vous avez un système mixte où vous avez des gens en présentiel et des gens en distanciel. Et ça sera ça la principale difficulté en fait à venir, c'est d'avoir à gérer les deux types de population. Et voilà. Alors, merci Dominique. On voit bien donc l'impact du Covid justement sur le travail, l'organisation du travail. Je reviens un petit peu au début dans notre introduction, c'est que on le voit bien, c'est que en dépit des filets de sécurité, selon les économistes, le produit intérieur brut en 2020 devrait chuter de 9,6% pour rebondir, selon eux, en 2021 à 7,1%, si bien évidemment la situation sanitaire s'améliore et aussi surtout si la campagne de vaccination se déroule dans les bonnes conditions. Alors pour toi justement, est-ce que les mesures mises en place lors du premier, deuxième confinement, je pense au PGE, je pense aux différentes aides du gouvernement, est-ce qu'elles ont bien servi d'amortisseur au plan économique et puis aussi au plan social? Donc on le voit sur le plan social, là tu en as parlé, mais au plan économique, est-ce que ça a bien servi d'amortisseur? Alors, indéniablement, oui. Les mesures qui ont été prises, la mobilisation de l'État et de l'ensemble des acteurs de notre économie, banques comprises, ce soutien a été massif, cette mobilisation a été massive et a véritablement servi d'amortisseur, et il y a des milliers d'emplois qui ont été préservés, des milliers d'emplois, grâce, en gros, chômage partiel, report de charges, soutien au crédit, PGE, fonds de solidarité, tout ça a véritablement servi d'amortisseur, puisque en gros, pour mémoire, les PGE, par exemple, c'est depuis mars 120 milliards. 120 milliards qui ont évité donc du coup des faillites. Et avec 85% dédiés à des petites entreprises, des petites et des moyennes entreprises.
26 milliards de report de charges, donc ça aussi c'est énorme. Donc du coup, la preuve de l'amortisseur, c'est que cette année, 2020, c'est une année de défaillance d'entreprise à un niveau très faible. On est à moins 35% par rapport à l'été 2019. Moins 35% de défaillance d'entreprise. C'est en gros, il faut remonter à plus de 30 ans, 1989, pour trouver des données aussi peu élevées de défaillance sur 12 mois glissés. Donc vraiment, par rapport à fin septembre, la situation de fin septembre. Donc, indéniablement, on a la démonstration que ça va servir d'amortisseur. Mais évidemment, il y a un mais, c'est que c'est aussi ces chiffres le résultat d'un thermomètre qui a été gelé. Parce que pendant le confinement, le fonctionnement de toutes les juridictions commerciales a été ralenti. Les évolutions réglementaires ont modifié un petit peu temporairement donc les dates de caractérisation et de déclaration d'état de cessation de paiement. Donc, quand le thermomètre, quand on va sortir de cette espèce d'économie figée et de cette glaciation, là, il peut y avoir quand même malheureusement un réchauffement de notre pays, mais pas dans le bon sens. Voilà. Malheureusement, alors on le voit bien, et tu l'évoquais aussi, c'est que la crise, elle nous a forcé à revoir un peu dans l'urgence la hiérarchie de nos priorités. Je pense qu'elle nous a rappelé que la santé, le bien-être, les liens humains et sociaux étaient indispensables. La pandémie a aussi marqué le grand retour de la proximité, du local, du traçable, qui sont apparus comme des éléments extrêmement désirables. Alors moi, j'ai envie de t'entendre sur justement cette situation inédite. Ne montre-t-elle pas que justement l'humain doit primer? Et du coup, comment inscrire dans cette crise, cette prise de conscience dans la durée quand la pandémie sera finie? Parce qu'on espère bien tous qu'un jour elle soit finie. Donc, comment inscrire dans la durée cette prise de conscience? Alors, premier élément de réponse à ta question, oui, indéniablement, l'humain nous a montré, enfin, la crise nous a montré que l'humain était vraiment au cœur de l'entreprise et de l'entreprise qui va bien. Et que la bonne marche de l'entreprise, c'était avant tout de préserver son capital humain. Voilà. Et là, on parlait plus de capital en banque, on partait vraiment du capital humain qui peut assurer la pérennité de l'entreprise. Or, la crise sanitaire a eu des impacts très personnels sur chacun. Les angoisses, les situations personnelles, familiales, les situations de santé. Et donc, on a vu que les ressorts émotionnels qui étaient derrière étaient des moteurs ou des freins à cette bonne pérennité économique. Donc, il a fallu accompagner les dirigeants d'entreprise sur ce facteur humain. Où habituellement, peut-être qu'un chef d'entreprise, la caricature, c'est qu'il est dans les tableaux Excel ou dans les groupes, mais il n'est pas dans l'individu, dans le suivi personnalisé de l'individu. Donc nous, on a accompagné au MEDEF et on a mesuré et on a fait des enquêtes. Et la crise a vraiment remis en avant le rôle de l'entreprise au sein de la société en tant que partie prenante du collectif humain. Et on l'a vu donc évidemment à travers ce qu'on vient d'évoquer, les enjeux de télétravail, où on s'est rendu compte que rapidement, les enjeux n'étaient pas des enjeux de droit social, mais véritablement des enjeux de management et d'adaptation aux situations particulières. Donc rapidement, on s'est dit, c'est pas parce que j'ai un avocat qui va m'expliquer comment je fais un accord de télétravail que ça va marcher. En fait, c'est parce que je vais réfléchir à la situation de chacun que je vais pouvoir manager en conséquence. Et donc, finalement, c'est la prise en compte du facteur humain qui fera que j'aurai une bonne organisation du travail, donc une productivité, donc finalement une continuité d'activité et non pas un point de droit. Donc ça, c'est le premier exemple, l'enjeu du télétravail pour la continuité d'activité. Le deuxième exemple, c'est qu'on a, pendant la crise, sorti notre deuxième baromètre de la RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise, auprès de 1500 salariés du privé dans toute la France, toute activité confondue. Et donc là, on a vu apparaître des phénomènes nouveaux. C'est-à-dire que la perception de la RSE avant Covid, c'était la question environnementale, c'était l'écologie. Là, pendant la crise,
la perception de la RSE en entreprise, ça n'était plus que de l'environnemental, c'était les thématiques sociales et économiques aussi. Alors que d'habitude, elles étaient vraiment très très loin dans le classement. Or, la RSE, c'est vraiment pas que l'écologie, c'est la responsabilité qu'a l'entreprise, notamment sur le social. Un autre point qui est apparu dans cette enquête, c'est que 52% des salariés connaissaient les valeurs de leur entreprise. Et avant, on était autour de 40%. On gagne pratiquement 10 points parce que d'un coup, on se rend compte que l'entreprise, elle a des valeurs et qu'elle n'est pas là que pour purement des enjeux financiers. Et surtout, le chiffre dont on était très fiers, c'est que 61% des salariés en France jugeaient que l'entreprise avait un impact positif sur la société. Donc finalement, on a inversé le sujet, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'entreprise, si elle était directement impactée par la crise, avait elle aussi un impact finalement sur l'humain, sur la société, et qu'elle n'était pas du tout déconnectée de tous ces enjeux parce qu'elle était en lien avec les enjeux sanitaires, avec les enjeux sociaux, avec les enjeux sociétaux, et qu'elle avait la capacité à impacter en retour une situation. Et c'est très étonnant parce qu'on a connu finalement un état de grâce dans les entreprises et au MEDEF, parce que si vous vous souvenez du premier confinement, les entreprises ont très peu été attaquées comme la source de tous les maux quand il y a une crise. Là, elles ont plutôt été perçues comme un lieu de protection parce que d'abord, ce sont les premières à avoir mis en place des protocoles et des directions et des directives, là où tout le monde était complètement perdu et noyé par les informations ou la situation ou l'incertitude. Non, mais complètement. Complètement. Alors, Dominique, moi, je te garderai volontiers toute la matinée, mais je vois notre timing qui… Alors, peut-être pour conclure, moi, un peu de perspective, j'aimerais bien savoir pour toi, quelles sont tes prévisions 2021 sur le monde de l'entreprise, si tu peux en faire, et puis comment tu envisages le rebond, et du coup, peut-être un petit peu, quels sont les enseignements à tirer. Voilà, donc, pour toi, comment va se passer le rebond? Voilà, quelles sont ta vision pour 2021 sur le monde de l'entreprise, et puis les enseignements à tirer, tout ça, bien évidemment, dans un très court temps. C'est, voilà, partager ce moment-là. Et puis si j'osais, parce que j'avais vraiment envie de t'entendre, parce qu'on le voit, toutes les belles initiatives dans le cadre de cette crise sanitaire, on voit quand même fleurir d'une solidarité, de très belles initiatives à la fois privées et publiques. Et avec un petit peu d'espoir, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, c'est de savoir pour toi, c'est quoi le monde d'après. Donc déjà tes prévisions 2021. Mes prévisions, elles vont être à l'image de ton interview, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la partie purement économique, financière, chiffrée, puis il y a l'autre partie qui relève plus de l'humain, on va dire. Et justement, pour une fois, la prévision, elle va s'appuyer aussi sur l'humain. Sur le plan financier pur ou économique pur, il ne faut pas rêver, hein. L'investissement des entreprises va demeurer relativement mou en 2021. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet ciseau de marge très faible et hausse de l'endettement. Donc, de ce fait, l'investissement, quand vous avez des marges très faibles et un très fort endettement, vous n'investissez pas autant que dans des années hyper porteuses, quoi. Premier sujet. Deuxième sujet, le mur de la dette est extrêmement haut. Donc, en 2021, les défaillances d'entreprises vont finir par arriver. C'est ce que j'appelais le dégel. Malheureusement, quand on va se réveiller, on va voir que la toundra, derrière l'épaisseur de la glace, la toundra, elle aura grillé l'herbe et que malheureusement, on risque d'avoir des défaillances sur 2021 et 2022. Donc, la préconisation, ça va être de travailler sur les fonds propres pour justement essayer de ne pas avoir les défaillances, et toutes les entreprises qui auront travaillé sur leurs fonds propres en 2020, mais aussi en 2021, probablement seront celles qui résisteront le mieux. Donc ça, c'est vraiment la partie purement, je dirais, économie classique. Ce qui est apparu pendant la crise, c'est ces réflexes de solidarité, tout azimut. Et je pense que la clé du rebond va reposer aussi là-dessus, ces solidarités qui se sont exprimées donc, à travers le pays au niveau local,
sont des vrais motifs d'espoir et des vrais motifs de rebond. C'est-à-dire que cette espèce d'entraide qu'on ne peut pas qualifier économiquement, mais fait qu'on ne coule pas. Et les chaînes de solidarité, d'économie locale, on l'a vu, peuvent faire qu'on va se créer notre petit filet de protection par une espèce de solidarité et d'entraide. Donc, on l'a vu, la solidarité soit territoriale, entre différentes entreprises, entre différents secteurs, soit à l'égard de secteurs très impactés. On parlait de l'économie présentielle tout à l'heure. Il y a quand même eu les Français, les Françaises et les chefs d'entreprise. Beaucoup ont été nombreux à agir, à soutenir leur commerce, leurs restaurateurs, là où finalement il y avait un certain désintérêt, indifférence, désengagement, et où on était dans une espèce d'économie monde en tant que consommateur soi-même. Là, il y a eu un vrai réflexe, je ne sais pas si tu te souviens quand il y a eu les librairies. Voilà. Donc, je pense que cette responsabilisation du consommateur et du dirigeant d'entreprise, il y a eu un sursaut. Le salarié, le consommateur, le dirigeant d'entreprise, il y a eu un sursaut de responsabilisation à travers ces réflexes de solidarité. Je pense que tout à chacun, si on veut sauver, ou en tout cas amortir le plus possible et faire redémarrer notre économie en 2021, il faudra toujours avoir ce mot en tête. Qu'est-ce que je peux faire? Quel est l'impact, petit ou grand, que je peux avoir de solidarité à l'égard d'entreprises ou de secteurs qui vont moins bien que moi? Et à partir de là, je pense qu'on peut aussi aider parce que malheureusement, l'État ne pourra pas pour nous pendant des années. Donc, il va falloir que chacun se responsabilise. Troisième élément de réponse, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à se coordonner et à vivre avec une politique de santé et une politique économique qui travaillent ensemble. On ne peut pas éternellement opposer ou en tout cas cloisonner les deux. Et là, on veut de la concertation économique et sanitaire. D'accord. Donc, on le voit bien, pour toi, le monde d'après, il sera responsable, il sera solidaire, il sera inclusif, il sera local. On le voit bien de ce que tu viens de dire, de la mondialisation, il sera local. Peut-être un autre mot pour conclure, Dominique? Ouais, il sera fait de résilience et d'espérance. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas voir un chat noir à chaque fois qu'on ouvre la porte et qu'on sort de chez soi ou de son entreprise. Il faut toujours se mettre dans la perspective que oui, c'est une année horribilus, oui, voilà, mais ça n'est pas forcément la crise de 29 ou la crise de 2008. À un moment donné, on regardera dans le rétroviseur cette crise parce que, encore une fois, c'est une crise exogène à l'économie. Donc, à un moment donné, quand cette crise exogène, cette raison exogène, finalement, tu le disais tout à l'heure, et qu'on aura les vaccins et que les gens seront convaincus, ou en tout cas de se protéger, à défaut de se vacciner, je pense qu'on pourra faire repartir et que ça sera derrière nous. Ça n'est pas une crise profonde enracinée dans les raisons économiques. Donc, c'est pour ça que je parle de résilience pour tenir et d'espérance pour se dire on fait rebondir la machine économique. Merci Dominique. Résilience, espérance, ce sont les deux mots de conclusion. En tous les cas, je voudrais sincèrement et chaleureusement te remercier pour ta participation à ce dernier Parole d'expert de l'année. J'en profite aussi pour saluer mes deux compères, Frédéric et Jean-Marc, les deux autres directeurs sectoriels qui m'accompagnent dans cette belle démarche. Te remercier infiniment, remercier tous ceux qui sont connectés et pour les autres qui n'ont pas pu se connecter, ils auront le droit à un replay. Et puis, en profiter aussi pour te souhaiter de très, très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. Je pense que vous serez 6 autour de la table. Tu vas respecter la jauge des 6. Scrupuleusement. Merci Dominique, ça déroule dans les chats, vraiment beaucoup de remerciements sur ta conférence, très intéressante, je te les lis, voilà, beaucoup de remerciements Dominique qui est en train de défiler. Donc, merci à toi Sophie. Merci à toi Dominique et à bientôt. Merci. Bonne fête à tous.